Alors, on le sentait venir, on le voyait venir, cette reprise économique qui patine à cause des incertitudes sanitaires. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. C'est ce que vous dit en creux l'INSEE. Oui. Note de conjoncture que vous avez épluchée en long, en large et en traviole. C'était hier soir, enfin en fin de journée. L'activité, nous dit l'INSEE, va stagner au dernier trimestre. En cause, évidemment, l'accélération de la pandémie, des mesures de restriction des déplacements, évidemment, qui vont croissantes. Et donc le moteur qui était quand même en train de vrombir. Qui repartait bien au printemps, mais oui. Et qui est en train de caler, quoi. Mais oui. En fait, on voit en réalité que ce virus fait à l'économie les mêmes dégâts que sur les personnes atteintes du Covid. Le parallèle est assez saisissant. Et d'ailleurs, la note de l'INSEE est intitulée « Une économie diminuée ». Vous vous souvenez de Bruno Le Maire il y a quelques jours sur France Inter qui expliquait, Bruno Le Maire qui a été touché par le Covid il y a 15 jours, qui en est ressorti, qui va mieux maintenant, mais qui, de manière assez sincère, expliquait que, cette maladie était une vraie saloperie, qu'il fallait faire attention, et que lui-même était diminué. Il n'arrivait plus à courir. Il était essoufflé alors qu'il fait 25 à 30 km de course par semaine. Ouais. Et ben, c'est la même chose pour l'économie. Au printemps, on a branché l'économie sous perfusion, sous assistance respiratoire, comme peuvent l'être les grands malades du Covid, pour effectivement maintenir cette économie en réanimation. C'est plutôt bien reparti au printemps, au deuxième trimestre, pardon, le PIB a rebondi de plus 16%. C'était plutôt une bonne surprise, on ne s'attendait pas. Alors après moins 6 au premier et moins 14 au deuxième trimestre. On a bien rebondi, mais on n'a pas rebondi autant que le niveau de la croissance en 2019. Et qu'est-ce que l'INSEE constate là pour la fin de l'année? C'est qu'après ce rebond très net, on cale. En réalité, c'est un peu le signe de la racine carrée, vous savez, qu'on a déjà évoqué sur ce plateau. Et bien voilà, cette fatigue que peuvent ressentir les malades après s'être remis du Covid, et bien l'économie, c'est un peu la même chose. Elle cale là en avec cette un fin climat d'année. anxiogène. Il y a ce climat, encore une fois, délétère, c'est anxiogène qui pèse sur les moteurs de la croissance, à la fois les consommateurs, et qui pousse à l'attentisme, chefs d'entreprise et consommateurs. Et c'est ce qui explique ce coup de mou. C'est un coup de mou. Alors il y a différents facteurs. Il y a évidemment la confiance. Elle sera majeure pour relancer le PIB. Vous savez que la croissance française, elle tient beaucoup sur la consommation des ménages et les dépenses des ménages. Cette année, ça va être moins 7%, nous explique l'INSEE. C'est un choc important. Malgré une perte de pouvoir d'achat. Alors justement, pas pour des questions de perte d'achat. C'est ça qui est très intéressant. Les Français, ils vont épargner entre 80 et 100 milliards de plus cette année, notamment grâce au chômage partiel. L'État a quand même mis 30 milliards d'euros sur la table cette année pour assurer l'activité partielle. Donc, le recul du pouvoir d'achat, il sera en réalité assez faible. On parle de 0,6 points. Il faut se rendre compte quand même. On va se prendre une récession de moins 10% dans la figure. C'est historique. L'INSEE n'a jamais recensé ça depuis la guerre. Le pouvoir d'achat des ménages ne va baisser que de 0,6%. Même si c'est une moyenne. C'est une moyenne qui est extrêmement disparate. On en saura un peu plus d'ailleurs, c'est intéressant. Lundi prochain, le Conseil d'analyse économique et l'INSEE vont sortir une note très importante où ils ont analysé notamment les données des cartes bancaires. Vous savez, ces fameuses données haute fréquence qu'on utilise beaucoup maintenant, pour essayer de cibler déciles de dépenses par décile de dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont couper la population, non pas en part de revenus, mais en capacité de dépenses. Pour voir ceux qui ont été le plus impactés pendant la crise, ce sera très intéressant pour voir au niveau des dépenses de carte bleue. On sait par exemple que les étudiants, cet été, la consommation des étudiants a rebondi de manière bien moins forte que la moyenne des Français. Et vous allez avoir différents publics comme ça, probablement les travailleurs en contrat court, en CDD, en intérim, les familles monoparentales qui vont subir bien davantage le coût de la crise, puisque parmi les 715 000 emplois détruits au premier semestre, 840 000 destructions d'emplois attendues cette année. On sait que c'est principalement les petits contrats, le travail précaire qui a été touché. Donc ça va être intéressant à suivre. Il faudra des mesures, et des mesures sont attendues d'ailleurs dans le prochain collectif budgétaire courant novembre vers ces ménages. Il y a eu beaucoup de critiques politiques envers le plan de relance, qui est un plan quasiment exclusivement basé sur une politique de l'offre pour soutenir l'investissement, et l'investissement qui sera l'emploi de demain, bien sûr, il faut le faire. Vous avez aussi toute cette catégorie de population des plus fragiles
qui pâtissent de cette crise, qui explique ce chiffre de baisse de la consommation, moins 7%, en même temps que l'épargne augmente, effectivement. Donc il y a aussi de l'argent à dépenser chez certains Français, mais cette peur du chômage, évidemment, avec 840 000 destructions d'emplois attendues cette année. Le gros a déjà été supprimé. 715 000, voilà, sur ces 840 000, vous avez déjà 715 000 emplois qui ont été détruits au premier semestre. Donc si on a envie d'être un peu optimiste, et c'est important de donner aussi des petites touches d'optimisme de temps en temps, on peut se dire que le gros de la vague des licenciements est passé et que l'emploi va rebondir. Cette crise, on va s'en sortir. En 2022, la Banque de France prévoit par exemple la création de 600 000 emplois. C'est-à-dire qu'on va avoir une belle vague de chômage en 2022. Ouais. Alors sur l'année et plutôt vers la fin de l'année. Ouais. Ce sera intéressant autour de l'élection présidentielle, bien évidemment, mais la vague des licenciements va très nettement baisser au cours de 2021 et l'emploi repartira en 2022. Il faut bien se dire que ça va repartir à un moment. Mais là, on est un petit peu dans le creux de la vague. On a eu ces 715 000 destructions d'emplois. Ça va ralentir un peu en fin d'année, mais vous aurez toujours à peu près 10% de la croissance française qui va être durablement abîmée. L'hébergement, restauration, les loisirs, la évidemment, culture, les transports de voyageurs, tout le monde culturel et le secteur de l'aéronautique. Ces 4 secteurs, c'est 9% de la valeur ajoutée de la France, nous indique l'INSEE, et 13% de l'emploi, c'est important, qui vont perdre durablement 20% de leur activité. Et ce qui explique que la France ne revient pas à son niveau de croissance d'avant, ou d'activité, ou de richesse d'avant, aussi vite que prévu, parce qu'il y a ces secteurs qui sont en grande difficulté. On restera à moins 5% de croissance fin 2020 par rapport à la fin 2009. C'est quand même important. On a rattrapé 95% du choc. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais avec les 4 secteurs dont nous venons de parler, qui seront durablement impactés, eh bien, on aura du mal à combler ces 5% restants. La Banque de France, il y a quelques semaines, indiquait que pour gravir ces fameux 5 points, il faudrait quand même 18 mois. Ouais. Alors c'est pas non plus ce qui arrivait, c'est pas non plus, comment dire, la France n'est pas le seul pays à connaître un coup de mou sur la fin d'année. On le voit aussi un peu partout, en Espagne, au Royaume-Uni, en Espagne, voilà, qui sont logés à la même enseigne. C'est pas un problème franco-français. Non, c'est un problème d'épidémie. C'est encore une fois cette crise sanitaire qui impacte notre économie. Bien sûr, donc les prévisions sont à peu près les mêmes, notamment pour les pays du bassin méditerranéen. On n'est pas les seuls. Donc les cartes sont rebattues. 2021, ça paraît loin, mais tant qu'il y a ces incertitudes... Ça arrive 2021. On va avoir un automne difficile à passer, un automne et un hiver difficile à passer. On a quand même dans quel état sanitaire on a quand même un espoir pour des vaccins qui arrivent là. AstraZeneca, qui est le laboratoire le plus en avance sur la recherche, promet quand même un vaccin d'ici la fin d'année ou plus tard, début 2021. Le patron de Sanofi disait sur votre plateau qu'on aurait un vaccin en avril-mai, au printemps. Et d'autres laboratoires promettent, grosso modo, un vaccin au premier semestre. Donc ce sera quand même il faut se raccrocher à ça. Très bonne nouvelle qui devrait rassurer les gens. Encore une fois, la confiance va être le moteur déterminant de l'économie française, et pas que française, européenne. On marche tous ensemble dans les mois qui arrivent. On a quand même eu ce choc absolument colossal de 10 points de PIB en 2020. Il faut se rendre compte que le chômage ne va baisser que de 2 ou 3 points. Alors, c'est toujours terrible pour ceux qui sont frappés. Baisse d'activité de 10%, baisse du chômage de 3%. 2 ou 3 points et que le pouvoir d'achat ne va baisser que de 0,6%. Enfin, je veux dire, c'est quand même absolument incroyable. Et ça, on le doit à quoi ? À l'État qui a pris à sa charge. À l'État qui a pris à sa charge, l'État qui n'a pas les moyens. Donc, l'État qui va s'endetter. Cette crise va quand même coûter 200 ou 250 milliards d'euros à la France. Et si on peut le faire, il faut le dire et le répéter 1000 fois, c'est grâce à l'Europe. C'est grâce à la Banque Centrale Européenne, c'est grâce à notre monnaie unique, l'euro, qui nous permet aujourd'hui d'emprunter à zéro. Donc cette dette, effectivement, ne coûte rien. Il faudra la rembourser, mais elle ne coûte rien sur la charge de la dette. Un exemple très simple, on va avoir 237 milliards de déficit aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Oui. Et vous, d'habitude, on est à 60-70 milliards, moins 100 milliards les mauvaises années. Et pourtant, la charge d'intérêt de la dette sera de 37 milliards d'euros. 37 milliards d'euros, la dernière fois qu'on a payé ça, c'était en 2002. 2002, c'est la dernière année où la France a tenu les critères de Maastricht. C'est-à-dire que la dette faisait 60 points de PIB. Elle fera quasiment 120, elle aura doublé. Et on paye la même charge d'intérêt. Donc la vraie question
En réalité, aujourd'hui, c'est la soutenabilité de notre dette. Comment on fait pour rendre cette dette soutenable? Et puis Pierre Moscovici, par exemple, l'a répété ce matin en présentant, le premier président de la Cour des comptes l'a répété ce matin en présentant son rapport sur la sécurité sociale. Là aussi, les finances sociales sont dans un état absolument catastrophique. 44 milliards d'euros de déficit cette année pour la Sécu. Il faudra faire attention à la soutenabilité de la dette et à l'efficacité de notre dépense publique. Très important pour essayer de rétablir un semblant de trajectoire dans les prochaines années. Mais ce sera loin. On n'y est pas encore pour l'instant. La reprise économique, elle cale un peu et elle patine en cette fin d'année, mais on le comprend très bien. Merci beaucoup. Merci David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Bonne journée.